Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre podcast, toujours avec Damien Pasco. Nous avions commencé par introduire qu'on allait parler du cours avancé de 1972, mais on vous a parlé tiens, ça serait bien de faire une convention en France, ou en tout cas pour le monde francophone. Donc ce coup-ci, allez, on est parti pour une petite demi-heure où on va parler de ce cours avancé. Donc, je recadre un petit peu pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi les dernières vidéos. On a un cours trop cool qui a été donné par José Silva en 1972. C'est une des rares fois où il y a pu avoir un enregistrement, ce qui fait qu'on a un enregistrement audio que j'ai fait transcrire et où il y a des éléments qui sont intéressants. Cette transcription, je l'ai envoyée à Ed pour que potentiellement, il puisse l'éditer. S'il l'édite, la raison est toujours la même. Je trouve que c'est bien qu'on puisse tous avoir du papier ou du numérique, mais qu'on puisse avoir quelque chose de concret qui soit sorti et pas perdu, parce que c'est bien les audios, mais le jour où Ed ne gère plus son site ou le jour où il partira et on ne sait pas qui va prendre le relais, je ne sais pas si Joe Silva ou autre prendra le relais, mais en tout cas, on risque de perdre beaucoup d'infos. Alors que s'il y a des bouquins qui sont sur Amazon, qu'on le veuille ou non, on pourra toujours avoir cette info. Et ce cours de 1972 est vraiment sympa parce que il n'est pas tout à fait comme ce que nous, on a appris sur le cours de base, ni même dans la séparation, et Lille a bien expliqué, qu'on a maintenant entre graduate et ultra, qui sont les cours avancés. À l'époque, Lee expliquait que c'était réuni, il n'y avait pas de différenciation entre les deux. Donc, on a cette chance-là d'avoir là en texte, mais en tout cas un audio qui est plutôt sympa. Tu as pu l'écouter, l'audio J'ai écouté le premier audio et effectivement, c'est bien ça parce que moi, j'avais toujours entendu que auparavant, il y avait un seul cours avancé et c'était 3 jours. Et puis, c'était divisé en graduate et ultra 2 fois 2 jours. Alors là, en fait, c'est 3 soirées plus 2 jours complètes. L'équivalent justement de 3 jours. Donc, c'est bien ça. Donc c'est quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir un vieux quelque chose d'aussi concret où tu sens José encore vachement en roue libre. Il est il est moins structuré qu'il a pu l'être après. Tu vois, je trouve que on sent encore dans son travail de passionné plutôt que d'instructeur pur où il doit donner petit A, petit B, petit C. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. Oui. On entend. Alors, déjà, quand j'écoute, est-ce que c'est José, ça? Alors, d'abord, la voix est beaucoup plus jeune parce qu'évidemment, avec l'âge, il a parlé beaucoup plus lentement et plus profond, etc. Mais ce n'était pas simplement que la voix était plus jeune, c'était l'énergie était vraiment José tout au départ de sa carrière. Et on super bien travaillé quand même déjà depuis 20-30 ans. Mais là, enfin, pouvoir le communiquer à un grand public. Et ça, c'est c'est vraiment passionnant. À savoir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la méthode, mais 66, il y a eu donc le premier cours, mais le premier cours qui est l'équivalent du cours de base. Oui. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il avait fait beaucoup de cours avancés entre 66 et 72? J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut se dire que c'était assez. Il était dans ses premières années de la méthode et de sa structure. D'ailleurs, tu sais à quelle période ils ont scindé le cours avancé? Tu as ta mémoire de ça ou pas du tout? Est-ce que avant que toi tu commences, c'était déjà scindé? Pardon. Est-ce que toi, quand tu as commencé… En 1988, c'était déjà en 2 parties, ultra et graduate. Et moi, j'ai demandé justement parce que pour certains, ils utilisaient des éléments graduates dans l'ultra et vice-versa. Et effectivement, on m'a dit, c'était parce qu'à une certaine époque, c'était le même cours. Et puis, on a dû avoir un cours spécial par Nelda Schitz
pour vraiment distinguer si vous faites graduate, vous faites ça, si vous êtes ultra, vous faites ça. Ne pas trop confondre parce que les gens arrivent en disant mais j'ai déjà fait ça dans un autre cours. Donc, c'était pas bien. Mais là, au départ, je me demande en fait si ce cours de 1972 était le premier cours avancé. Je ne sais pas. Je sais pas, mais moi, tu vois, vu comment il parle, tu as vraiment l'impression qu'il pose. Tu as l'impression que c'est un peu. Et tu verras quand tu écouteras les autres audios, tu as l'impression qu'il est un peu en mode voilà ce que j'ai. J'ai ça en tête. Oui. Bah, un petit peu comme nos conversations, tu vois. Je pars sur ça, mais s'il y a ça qui arrive, c'est pas un problème. On reprendra le cours au fur et à mesure. Il n'est pas aussi structuré que ce qu'on connaît maintenant. Tu vois, si on suit aujourd'hui Ultra ou Graduate, on sait, bah, il y a les cycles, déjà, il y a les cycles de conditionnement, il y a plein de choses qui font que, tu vois. Là, tu sens que c'est plus, allez, on y va, vous connaissez un petit peu, vous avez déjà fait la base, on est parti. Je sais pas, tu vois, ça, le seul qui pourrait nous donner la réponse, bah, c'est Ed. Donc, oui. Oui. Ouais, je lui demanderai. J'ai aussi, si tu vas quand même lui demander aussi quand utilise le premier séminaire pour les enfants. Parce que là, justement, dans le premier, quand il parle des enfants qui sont programmés de coordonnées monstres et on ne peut pas simplement éliminer cette programmation, il faut qu'on change. Effectivement, dans le cours enfant, il y a une technique pour détruire les monstres, pour les rendre plus petits. Mais est-ce que ça existait déjà dans un cours à l'époque ou est-ce que c'était quelque chose que José avait expérimenté et voilà, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, attends, je mets quand séparation du cours avancé et quand les cours enfants. Ouais, comme ça, je pense qu'il me donnera la réponse. Et quand aussi était le premier cours avancé, est-ce que celui de 72 était le tout premier? Ouais, c'est le premier. Ok. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il répond toujours. Ouais. Ça, on a de la chance. Oui. C'est ouais, surtout avec tout ce qui s'est passé, c'est plutôt cool qu'il me réponde toujours, tu vois. Ah, c'est cool. Alors, donc, la dernière fois, on s'était arrêté à quelque chose que j'avais trouvé très pertinent, où il faisait le parallèle avec la guérison de la dame qui a touché l'habit de Jésus. Et lui, il est revenu sur les mécanismes qui étaient mécanisme de crédibilité, facteur de croyance, mais mécanisme de désirabilité. D'accord? Donc, cette notion qu'on connaît aujourd'hui sur désir, croyance, attente positive. OK? Alors, ça, j'ai bien aimé parce qu'il le reprécise, parce qu'effectivement, il parle beaucoup de la religion, il parle beaucoup du Christ dans ses audios. Et je trouve que c'est cool qu'ils précisent ça. Ils disent, vous pourriez avoir la plus grande foi et n'avoir rien à voir avec la religion. Vous pourriez être athée et avoir une foi immense dans certains domaines, certaines choses, parce que vous avez la bonne combinaison de croyances, désirabilité, désir et attente. Les bonnes combinaisons de pourcentage pour créer cet état d'esprit unique, particulier avec lequel vous pouvez faire des merveilles indépendamment du fait que vous soyez athée ou non. Je trouve ce moment de précision chouette parce que on ne vous le répétera jamais assez. La méthode Silva, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas cette idée de vous devez croire en quelque chose. Un process, si on reprend des notions et des mots un peu PNL, il y a des états qu'on vous demande d'avoir, c'est-à-dire un état de désir, un état de croyance et un état d'attente positive. État qui va être une action. Mais il n'y a pas de je dois croire en quelque chose, à la loi de l'attraction ou à Jésus ou à Allah ou à Yahvé, etc. Non. On s'en fout. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il dit tu peux être athée et avoir bien plus la foi que quelqu'un qui se dit être religieux. Et ça, je trouve que c'est parce que dans son mécanisme de foi, il a mis cette dynamique dont on vient de parler, ces 3 points qui sont essentiels. Donc, nous nous incitions à cause de cette expérience, nous disons que la foi est un état d'esprit. Voilà. Quand je dis state, cette notion qu'on a en PNL, la foi est un état d'esprit. Donc, je vous avais dit que je trouvais aussi intéressant dans ce cours, en tout cas dans cette introduction, il nous redéfinit beaucoup les mots.
Il redéfinit les mots tels que lui les pense et pas tels que nous, on a peut-être l'habitude de l'utiliser. Donc, pour lui, la foi, c'est un état d'esprit. D'accord que vous pouvez aider les gens à améliorer l'un des domaines où ils sont faibles, etc. etc. Donc, il y a vraiment cette notion toujours aussi de partage. Alors, bon, après, il dit plein de trucs super intéressants, mais j'ai pas tout. Sinon, le problème, c'est que si tu dis, ah, bah, ça c'est intéressant aussi, le texte, tu dis, ouais, autant le lire en entier à tout le monde, et ça nous prendra un peu beaucoup de temps. Alors, est-il réel? Alors, où est-ce que c'est? Mais c'est très efficace selon ce que fait son facteur de son désir, son facteur d'attente, son facteur de croyance pour lui. Est-il réel? Veut-il sincèrement prendre cette obligation d'aider son prochain à résoudre leurs problèmes de santé? C'est ce qui détermine s'il a trouvé la perspective mentale correcte, qui est une perspective mentale supérieure qui peut aboutir à de tels résultats finaux. Donc, en gros, il revient toujours, et là c'est intéressant parce qu'on revient sur la notion d'état d'esprit / la foi. Quelle est l'intention? Est-ce qu'il y a une intention réelle de la part des personnes qui vont aider l'autre? Et ça c'est aussi... on reste dans le principe de José à dire à un moment donné, faut que ce que vous mettiez en place soit pour solutionner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on veut en tout cas, José avait l'intention de dire, si vous voulez aider un enfant, la semaine dernière, il y a 2 semaines, Lee, vous avez fait l'exemple de l'enfant que j'ai trouvé super pertinent. J'arrive pas à faire un cas, mais un cas sur un enfant qui est malade, je vais peut-être plus être sensible. Parce que j'ai une intention qui est beaucoup plus importante. Et quand il dit, est-ce que tu as vraiment l'envie d'aider? Est-ce que tu as vraiment l'envie que ça fonctionne? Est-ce que tu as vraiment le désir? Est-ce que tu as réellement la triptyque qu'on connaît? Est-ce que tu l'as vraiment à l'intérieur de toi? C'est ça qui va faire qu'il y a des résultats ou il n'y a pas de résultats. Et c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas la notion de jeu comme on peut avoir, nous, la plupart du temps. Tout ce qu'on fait doit avoir un objectif et doit être utile pour quelqu'un ou pour soi-même. Et je trouve que c'est là où tu vois la notion de foi. La foi est un état d'esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit, tu es à côté dans la démarche. Ça te semble cohérent ce que je dis? Tout à fait. Et je veux juste ajouter que souvent les gens disent, mais si c'est uniquement utile pour moi et pas pour les autres. Et la réponse était toujours, mais cherchez comment ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes tous connectés. Si quelque chose est utile pour toi, tu seras toi-même plus apte à pouvoir aider ou rendre service aux autres. Donc, ce thème revient toujours, justement, cette idée de solutionner les problèmes ou rendre service aux autres. Il y avait dans un des textes qu'on avait lu quelque chose qui était intéressant. Quand vous voulez mettre quelque chose en place, regardez toujours si ça va aider au moins 2 personnes. Oui. C'est quand même assez... Quoi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve génial. Parce que, effectivement, l'arma que tu viens de dire est complètement juste. Oui, mais je fais ça pour moi. Ok, mais est-ce que ce que je fais pour moi va aider du monde? Est-ce que ça aide au moins 2 personnes? J'ai envie d'être millionnaire. Ouais, pas de problème. Est-ce que, avec ces millions, tu vas aider au moins 2 personnes? Ah bah oui, mon mari, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mon meilleur pote. Ok, bon, bah c'est cool. Oui, ça peut sembler hyper égoïste, c'est pour moi. Oui, non, mais est-ce que c'est pour toi et tu gardes tout pour toi, ou est-ce que ce que tu vas faire, tu vas être dans la rétribution ou dans le partage? Est-ce que le fait que toi, tu ailles mieux, j'ai envie de sortir de ma maladie, ce qui est quelque chose de complètement normal. Oui, mais c'est que pour moi. Ah bah, peut-être pas en fait. Parce que qui est-ce qui te suit depuis mes meilleurs potes, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mon oncle, ma tante? Bah, si tu vas mieux, je peux te dire que tu as un paquet de personnes qui vont beaucoup mieux aussi. Hein. Oui. Ouais. Oui. Et c'est intéressant d'aller dans cette constitution de pensée. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience concrète, mais se dire à un moment donné, ok, j'ai envie de ça. Et si j'ai ça, et en autosuggestion, là, on reprend le côté un peu hypnotiste,
Amusez-vous à vous dire, surtout si vous êtes des références externes, hein, si vous êtes des personnes qui avaient besoin, vous êtes beaucoup axé sur l'extérieur, vous pouvez vous dire, je vais de mieux en mieux sur tel truc, et en allant mieux, ça permet à telle et telle personne de, je sais pas, lâcher de la charge mentale, de la charge de travail, de la charge émotionnelle, de la charge. Et j'allège dès lors, si je vais mieux, les autres vont mieux. Et amusez-vous à voir ce que ça crée en vous. Parce que justement, on est dans ce truc, pas simplement je vais mieux, mais je vais mieux et donc, et le et, on sait à quel point il est important d'un point de vue hypnotique, hein. C'est pas mais, et, donc ça s'additionne, ça se démultiplie, et donc, les personnes se font moins de soucis pour moi. Donc, les personnes sont plus libres. Donc, les personnes sont plus heureuses. Donc, super, si je vais mieux, les gens vont mieux. Donc, j'ai beaucoup plus de raisons d'aller mieux. Exactement. Le rapport de désirabilité dont il parle, du désir, il devient plus important. J'ai envie de libérer les gens parce que, tu vois, je trouve que c'est vraiment ultra, c'est fin. On reste dans l'état d'esprit très ouvert de José, qui est, on fait quelque chose pour nous et pour les autres. Les autres, on doit toujours les considérer. Tu vois, il n'y a pas un élément dans la méthode Silva qui ne va pas à un moment ou à un autre être en rapport avec l'autre. Donc, quand on travaille sur des cas ou sur des choses, des cas, bon, c'est avec sur les autres, mais quand on travaille même sur nous, nos trucs, c'est toujours se dire, OK, et qu'est-ce que ça apporte? Et si tu penses, c'est un petit peu le principe, alors là, je reprends moi ce que je connais à mon monde, dans les arts martiaux japonais particulièrement, il y avait une logique. Par exemple, le fondateur du judo, qui s'appelle Jigoro Kano, il a, pour plein de raisons, développé le judo en disant, je veux que les personnes soient mieux physiquement, sport, sachent se défendre, sachent être bien dans leur corps et puissent aider la société. Et il y a un truc très japonais qui est tu fais des arts martiaux pour être un homme meilleur. Mais un homme meilleur, ça sous-entend un homme meilleur pour la société, pour tes parents, pour les gens. Tu es en bonne santé, tu es bien, tu es courageux, tu es fort, tu es tout ce que tu veux. Et parce que tu es quelqu'un de bien avec toi-même, tu vas être bien pour le système dans lequel tu es, c'est-à-dire ta société. Ouais. Et tu vois, on retrouve les mêmes, le même état d'esprit. C'est-à-dire que oui, je me défends moi, ou j'apprends à boxer moi, ok, ou à judo, on s'en fiche. Mais parce que je suis bien, parce que je suis en phase avec moi, parce que j'ai appris à contrôler ma nervosité, on va reprendre les parallèles avec la méthode Silva. Je suis moins stressé, je suis moins énervé, moins agressant, moins agressif, moins truc. Je suis mieux pour les gens qui m'entourent. Je suis plus à l'écoute, je suis plus apte, je suis plus chose. C'est là, quoi. On retrouve quand tu dis, il y a plein de parallèles. Ouais. Mais déjà, quand tu dis pour être un meilleur homme ou un homme meilleur, ça me fait penser à tu es un être humain supérieur. Mais c'est quoi un être humain supérieur? Quelqu'un qui est plus compréhensif, plus gentil, plus patient vers les autres. Donc, c'est toujours en connexion avec les autres. Exactement. Et tu vois, je pense que là, on est sur un point déterminant de la méthode qui est, c'est pas un truc égoïste. C'est vraiment chaque chose que vous mettez en place. Alors bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais moi, je m'en fous, je veux juste mieux dormir. Pas de problème. Mais si tu dors mieux et que tu dis, je veux mieux dormir pour avoir plus d'énergie. Oui, mais si tu as plus d'énergie, tu es peut-être plus capable d'écouter tes enfants qui sont un peu énervants et d'habitude, vu que tu es titillé, tu es énervé rapidement, tu leur gueules dessus et là, tu as plus de compréhension parce que tu as plus de tampons possibles avant d'arriver dans ta zone rouge. Tu arrives à être beaucoup plus calme vu que tu es moins nerveux. Tu es moins nerveux parce que tu as bien dormi. Et se dire, OK, moi, je veux dormir. Oui, mais je veux dormir pour être bien au boulot. Oui, mais pas que moi. Pour être bien, pour être performant au boulot, mais aussi pour mieux m'entendre avec les gens, pour être moins peut-être crispé, ennuyant, énervé, etc., etc. Peut-être être un meilleur directeur ou une meilleure directrice, être un meilleur collègue, etc. Cette notion de se dire, je travaille sur des choses qui peuvent être très personnelles, j'ai mal à la tête, c'est que pour moi. Ouais, mais petit 1, j'inquiète pas les gens autour de moi. Petit 2, vu que j'ai plus mal à la tête, le moment où j'étais un petit peu down, un peu mal, les gens, ils le ressentent.
Tu n'es plus avec eux, tu es en soirée, mais tu les écoutes pas parce que tu as mal à la tête. Bah, d'un coup, tu reprends du moment, de l'échange, du partage, de l'amour, tout ce que tu veux avec les gens qui t'entourent. Donc, avoir cette notion de se dire, je fais quelque chose et mon impact, et on revient vraiment sur une notion de base de tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas le changer. Mais tu peux te changer toi, qui peut impacter le monde. On est complètement dedans, tu vois. Alors après, c'est un microcosme, hein, on ne va pas changer la Terre. Mais les 3 personnes que tu vas voir entre je fais la gueule, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, et les mêmes 3 personnes où je suis de bonne humeur, je leur dis bonjour, je leur souris, c'est les mêmes personnes. Et bah, tu vas peut-être égayer une journée que tu n'aurais pas égayé si tu n'étais pas bien, mal à la tête, etc. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Alors, et n'importe qui peut avoir des ennuis en essayant de se faire passer pour un médecin quand il n'a pas de licence. Ah oui, alors ça j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce que ça va dans ce qu'on vous dit beaucoup. La méthode Silva n'est pas un système thérapeutique. Faites toujours attention. Les instructeurs ne vous parleront jamais de guérison. Vous n'êtes pas des, on n'est pas des. Même si le mot healer est utilisé en anglais, n'oubliez pas, c'est pas dans la notion médicale du terme. C'est alors, le mot, malheureusement, c'est guérison en français, mais c'est guérisseur, mais c'est la notion de mieux-être intérieur, de trouver un état optimum pour faire en sorte que notre corps puisse trouver ses solutions, en plus de tout ce que vous prenez par le monde médical. Donc, j'aime bien, il reprécise ça. Nous devons savoir jusqu'où nous pouvons aller ici, parce que ce domaine est particulier. Il le précise bien. Sachant qu'il y a une profession appartient aux gens de la médecine. Ils doivent avoir un certain type de formation, il y a une loi, etc. etc. Ils recadrent super bien. Ce qui est cool et ce qui est logique, vu qu'on sait ce qui est dit après et ce qui est le cours avancé, c'est que là, il va faire justement du face healing. Vous vous souvenez, travail en vibration. Va y avoir de l'hypnose. Il va y avoir plein de choses en fait dans le cours avancé. Donc, il dit bien, les gars, on ne fait pas de la médecine. Il faut une licence pour ça. Il faut ce que nous, en France, on va dire un diplôme. Il faut diplômer de tout le monde. Sinon, c'est exercice égal de la médecine. Et à l'époque, 72, aux US, pareil. Il était déjà très carré là-dessus. A licensed health professional. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, je crois, sur une de mes vidéos, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu sais, j'ai fait un stage, une formation en hypnose médicale avec Roger Moore, je ne sais pas si tu connais. C'est amusant parce que constamment dans le cours, il disait attention, vous allez être certifié, mais vous n'êtes pas licencié. Et tu vois, là, aux US, ils font super attention à ça. Ils disent oui, tu peux être Medical Hypnosis Practitioner, mais tu n'es que certifié et tu n'as pas une licence. Et ils font, parce que tu n'as pas de licence, tu peux pas tu fais peut-être de l'hypnose médicale, mais tu n'es pas habilité à parler médical. Tu vois, la notion, la nuance est hyper importante. Par contre, tu as une licence, tu es aide-soignant ou je ne sais pas quoi, là, tu as le droit de parler de médical. Donc, ils font vraiment cette différence-là entre certifié et diplômé. Donc, ça serait ça la différence. Alors là, j'ai mis en jaune parce que je crois que c'est tout un laïus. Une femme de 70 ans, à moitié aveugle, n'utilise que 2 instruments. Ah oui. C'est parce que là, il est parti sur les psychiques, les chirurgiens psychiques. Et il nous refait, tu en avais déjà parlé toi, il nous parlait des personnes qu'il avait pu voir, rencontrer dans ces guérisseuses psychiques, et notamment cette dame-là qui était assez âgée. Donc, et bien sûr, une femme de 70 ans, à moitié aveugle, n'utilise que 2 instruments, pas de ciseaux rouillés, et l'un de ces ciseaux de chasse, bon ça on s'en fout, 2 instruments qu'elle possède. Elle travaille la nuit, la seule lumière qu'elle a est une lumière de bougie, une bougie derrière elle. Elle couvre sa propre lumière, vous savez, bon ça on s'en fiche un peu, mais il nous décrit un petit peu. Elle regarde ce patient et ensuite elle sait immédiatement jusqu'où elle doit aller. Peut-être que ce patient a été amené par sa mère ou par son père, non pas parce qu'il le voulait, et ce qui n'est
pas un problème ici parce que ce patient n'a pas recueilli suffisamment d'énergie à décharger. Alors, tu sais, c'est le cas, là, on va le voir juste après, mais en gros, il y a quelqu'un qui va emmener vers une guérisseuse. Là, je crois. Alors, est-ce que c'était une Mexicaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelqu'un qu'il a rencontré certainement en Amérique centrale. Mais il ne voulait pas plus que ça venir, hein, ce qui arrive assez souvent. Nous, on connaît ça dans l'accompagnement en hypnothérapie. Il y a des gens qui disent oui, oui, non, mais je t'emmène mon fils. Tu as le fils qui fait, mais tu lui dis, bon, alors, pourquoi tu es là? Il dit, bah, j'en sais rien, c'est mes parents qui m'ont demandé de venir. Ouais. Tu lui dis, tu as envie d'être là? Pas du tout. Est-ce que ça te plaît, hypnose? Pas du tout. Bon, bah, je te fais un bisou, on va parler avec tes parents, tu vois, parce que ça ne sert à rien de t'imposer quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça, hein, on peut imaginer. Il n'a pas cumulé suffisamment d'énergie pour son facteur d'attente, donc il n'a pas d'attente, ce qui est logique, il vient, il n'y a pas d'attente. Pour son mécanisme de croyance, donc il n'y a pas d'attente, pas de croyance, c'est déjà mal barré, hein, sachant qu'il nous faut désir. Bah, si c'est ses parents qui l'ont emmené, bah, il n'y a pas de désir, il n'a pas d'attente, il n'y a pas de croyance. Et là, je reprends pour les hypnos, c'est pareil, hein, même si on peut mettre en transe, même si on peut faire des suggestions, on connaît très bien, Ellie peut vous faire un cours dessus, hein, il y a l'auto-sabotage. Hein. On peut très bien, les choses peuvent très bien se passer, mais vu que tu n'y attendais pas, que tu n'avais pas envie et que tu n'y croyais pas, tu peux très bien te dire ouais, je vais mieux, mais c'est une connerie. De toute façon, j'ai décidé que je continuerai à fumer et tu reprends ta clope, hein, même si pendant 3 jours, tu as diminué ton paquet de clopes. Chose que j'avais fait, une histoire drôle, j'avais une copine qui fumait. Et un jour, elle me dit j'aimerais bien un jour arrêter la clope. Je lui dis ouais, bah, quand tu veux. Et en fait, c'était mes périodes de test et on va boire un café. Et on était à Versailles. Et je m'amuse à faire une association avec le café. Elle prenait le café et je m'y mets le café. Sauf que moi, je disais que le café avait un super mauvais goût. Et juste avant, je lui avais fait parler de comment elle avait commencé la clope. Et elle m'avait dit, la première fois, j'ai beaucoup toussé. Donc en fait, je prenais mon café, je fais, il y a un goût horrible, c'est horrible, j'arrive pas à l'avaler, je sais pas ce qu'il y a. Puis elle me regarde, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Non, le café, il a rien. Je dis, ah si, c'est horrible, vas-y, goûte le mien et tout. Et en fait, je la mets dans un conditionnement. Et elle me dit, quelques minutes plus tard, bon, je vais fumer ma clope. Elle revient furieuse. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? La clope avait un goût dégueulasse. J'ai toussé 2 fois parce que j'avais fait l'association, tu vois. Et la semaine qui a suivi, elle me rappelle, elle me dit, il m'a fallu une semaine pour que j'arrive à reprendre plaisir à fumer de la clope. Parce que, en fait, elle me dit un jour, il faudrait que j'arrête, mais elle ne m'a pas dit, je vais arrêter, tu vois. Pas d'intention, pas d'envie, mais elle-même, elle m'a dit, il m'a fallu, ouais, c'est ça, ou un paquet de clopes, ou une semaine, je ne sais plus, mais elle m'a dit, il m'a fallu du temps pour reprendre du plaisir à prendre la clope. Et donc, tu te dis, alors, c'est génial parce que ça te fait bien comprendre que tu ne peux pas imposer aux gens le fait de se sentir bien. Que même si tu leur proposais quelque chose qui leur permettait d'arrêter, s'ils n'ont pas décidé, et ce qui est normal, hein, tu n'as pas à être un inquisiteur de ce qui est bien ou mal, tu vois, c'est à toi de choisir. Mais on revient sur cette croyance, sur ce désir. S'il n'y a pas le désir, c'est mort. Ouais. Tu peux jouer sur la croyance, tu peux jouer sur même le résultat, mais tout va être saboté. Mais elle ne m'avait pas demandé, elle ne m'avait pas dit j'ai envie d'arrêter aujourd'hui. Mais ça a été très drôle et j'ai trouvé ça très pertinent comme retour. À me dire, t'es un salaud, pourquoi t'as fait ça? C'est toi qui m'as dit que tu veux arrêter. Oui, mais pas maintenant, fous-moi la paix et tout. Et on a rigolé de ça pendant très longtemps. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Et donc, cette dame-là, il n'avait pas envie, elle peut sélectionner, bon, ok. Donc, c'était un jeune garçon d'environ 9 ans qui perdait ses cheveux, devenant chauve. Alors, elle dit, si tu veux que je t'aide, je veux que tu fasses quelque chose, je vais te confier un projet. Je veux que tu ailles tuer pour moi 300 moustiques et que tu me les apportes dans un sac. Comme ça, elle a commencé à lui faire, à l'associer à une dynamique pour obtenir un résultat. Pourquoi a-t-elle fait cela? Vous savez, ça a pris beaucoup de sens. Le jeune qui n'avait aucune croyance, il n'avait jamais entendu parler du pouvoir de guérison, etc. Il n'avait pas accumulé, à cause de ses propres croyances d'enfant, suffisamment
d'attention et d'envie par rapport à tout ça. Et le guérisseur, par la foi, ne pouvait pas l'aider. Mais quand il lui a signé donc, les 300 moustiques, à chaque fois qu'il allait en tuer un, il était dans une intention. Il a fait ce qu'on appelle un ancrage. Il a associé. Encore une vers les 300. Encore une vers les 300. J'accumule l'énergie. Et j'accumule exactement cette énergie, cette envie, ce désir. Et si je le fais, c'est que j'ai une intention. Donc derrière, j'ai un désir. Et elle a réussi à créer ce qu'on appelle un switch. Hein. Elle a réussi à faire switcher l'intention de l'enfant. Et d'un coup, il a décidé d'être guéri et en participant à cette programmation, etc., etc. Et ça, tu nous l'avais déjà expliqué et je trouve que c'est super parce que on est vraiment dans la notion très hypnotique de beaucoup de guérisseurs psychiques qui vont parler d'énergie, qui vont parler de plein de trucs, mais qui utilisent beaucoup de leviers qu'on connaît en hypnose. Et on sait à quel point José était brillant en hypnose et en tout cas connaisseur et pratiquant de haute volée de la méthode. Je trouve que c'était très intéressant. On va s'arrêter là, parce qu'on a déjà une demi-heure qui est passée. Voilà. On n'a quasiment rien avancé, mais c'est pas grave. On va continuer à faire le audio numéro 1 la semaine prochaine, parce qu'il y avait, plein d'autres choses. Et quand tu dis, il dit des choses qu'on n'a pas entendues ailleurs. Hein, et je trouve qu'il y a certaines choses, il a fait des prononcements, et je dis, waouh! Je ne l'ai jamais entendu dire ça auparavant, mais de façon vraiment nette et claire, etc. Et c'était vraiment tout au début. Hein, c'était fascinant. Oui. OK, donc on continue avec ça la semaine prochaine. Exactement. Donc, si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Liwan, merci à toi, Li, et à la semaine prochaine. Ciao!